Les groupes armés au Mali suspendent leur participation aux accords d'Alger. La décision a été annoncée le jeudi 22 décembre et on en parlait d'ailleurs dans un communiqué du cadre stratégique permanent qui rassemble la totalité des groupes armés du Nord signataires de l'accord d'Alger en 2015. Ces groupes dénoncent notamment, je cite, l'absence persistante de volonté politique des autorités de transition à appliquer un accord qui semble plus menacé que jamais. Ils suspendent leur participation aux instances de suivi de l'accord tant qu'une réunion d'urgence avec le gouvernement malien en terrain neutre n'est pas organisée. Eh bien, quelle lecture vous en faites? Au même moment, il faut le rappeler, les 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet sont jugés en ce moment même à la cour d'appel de Bamako. À quoi s'attendre? Nous répondrons dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité, 4e édition de la semaine d'ailleurs. Nous sommes le jeudi, vous l'avez deviné. Eh bien nous parlons du Mali ce jour, le Mali entre libération ou plutôt jugement des 46 mercenaires et suspension du CMA de l'accord d'Alger. En tout cas ce sont les deux axes que nous allons essayer d'aborder avec vous également puisque votre opinion et votre avis comptent dans le cadre de cette émission, elle est la vôtre. Vous nous recevez en 96.3 FM chez vous, pour ceux qui sont à Douala et ses environs, c'est la radio naturellement. Et bien sûr, Facebook et YouTube accompagnent les internautes, tandis que d'aucuns nous suivent tout simplement sur le petit écran par le canal de Telsat et de tous les bouquets qui hébergent le signal de Foyo Media Africa. Et d'autres ont d'ailleurs téléchargé l'application et ça nous honore. Tout comme notre consultant permanent qui est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Dio. Bonsoir Bachir Mohamaladan, bonsoir à tous les panafricanistes, les Africains convaincus qui tous les jours ont fait cette émission, la reine des émissions panafricanistes. Bonsoir à tous les techniciens de For You Media, le personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun particulièrement, les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous savons que partout en Afrique, ça crépite. Et ces forces de l'ordre qui assurent la sécurité des biens et des personnes. Nous leur disons merci et nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Nous souhaitons aussi nos condoléances à toutes les familles victimes du terrorisme en Afrique. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Bucheri Ballet, qui est retenue de manière injuste et en toute forfaiture par le régime du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a trouvé comme seul motif, comme ce qui reproche comme seul motif à notre sœur Edith Bucheri Ballet d'avoir découvert que les mercenaires qui utilisaient le passeport ivoirien étaient pour la plupart des Français. Nous dénonçons cette entreprise de mercenariat d'État et nous profitons pour dire à notre sœur Edith Bucheri Ballet, chérie Coco, maman, grande sœur, courage, courage, courage. Toute l'Afrique est avec toi. Tous les panafricanistes te soutiennent. Tous les jours, nous recevons des appels d'Africains qui nous disent c'est bien de continuer ce combat. Et nous discutons tous les jours avec tous les panafricanistes ici qui tous les jours nous adressent leur message de soutien. Tu es aujourd'hui une icône du combat de la liberté en Afrique. Tu es dans l'armée de libération de l'Afrique et nous sommes fiers de ton combat. Tu n'es pas seul là où tu te trouves, tu es avec nous tous. Te souhaitons beaucoup de courage. Bientôt tu seras libre comme ton pays, ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci donc et courage à Pulchéry Edith Ballet du côté de la Côte d'Ivoire. Eh bien, la technique nous permettra certainement au moment donné d'aller retrouver notre général. C'est Issa Diawara en direct de Kati. Eh bien, si c'est prêt, est-ce qu'on peut retrouver Issa Diawara?
Pas encore. On le retrouvera tout à l'heure pour son petit salut. Il faut rappeler qu'à chaque fois que nous parlons du Mali, eh bien, on aime bien se référer à Issa, Jonathan Batengini. Eh bien, évoquons notre sujet du jour avec vous et avec nos téléspectateurs. Nous parlons de ce Mali où la semaine dernière on évoquait d'ailleurs tout cela. Le CMA, la Coordination des mouvements de l'Azawad, qui dénonçait la non-application à la lettre de l'accord d'Alger, et finalement, après avoir décrié cette inertie entre guillemets des différents gouvernements successifs du Mali, la CMA décide tout simplement de suspendre sa participation à toutes les instances qui coordonnent cet accord d'Alger. C'était envisageable, c'était d'ailleurs ce que nous disions, c'était les prémices de quelque chose. C'est le plan de partition du Mali qui était ainsi activé. Les acteurs ne suspendent leur participation que pour acter leur engagement vers des idées, vers un projet sécessionniste. Les autorités maliennes sont au courant de tout depuis le départ. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ces derniers veulent faire du chantage. Ils procèdent ainsi de manière spectaculaire parce qu'ils veulent créer une communication là-dessus. Et la communication participe de la guerre médiatique qui vise à préparer l'opinion à recevoir l'idée qu'il existe un État appelé l'Azawad. Donc c'est toute une construction qui est en train de se faire. Ces acteurs sont pris dans leur propre piège parce qu'en fait les autorités maliennes avaient déjà envisagé cette option et se sont préparés en conséquence. Donc on a là une situation classique des mouvements de sécession en Afrique et le procédé adopté répond effectivement à la démarche qui a jusqu'à présent été toujours suivie par les autres mouvements sécessionnistes. Il faut dire, nous le disions encore hier, les projets sécessionnistes sont pour la plupart soutenus par la CIA des États-Unis. Ici, on a la DGSE qui est engagée également dans le projet. Donc, ça veut dire que le Mali a un gros morceau à croquer. Il faudra être à la fois très subtil sur le plan diplomatique parce que les actions militaires qui vont être menées seront tout à fait contrôlées, suivies à la loupe par les prétendues ONG indépendantes qui sont en fait des cellules de relais de la propagande occidentale et des organes de neutralisation de l'action militaire sur le terrain. Comment neutralisation? Parce que une communication un peu trop négative sur les actions militaires posées par les FAMAS, les présentant comme étant peu professionnels, comme violant les droits de l'homme, ça aura pour effet de réduire la cadence des opérations. Et donc, c'est ainsi que nous les considérons comme des éléments de neutralisation de l'action militaire. Il s'agit pour ces organisations de ralentir cette action et de permettre aux terroristes d'avoir des bouffées d'oxygène et d'être suffisamment requinqués de l'autre côté pour revenir un peu plus fort. Donc, les autorités maliennes ont un gros morceau à croquer. Il faudra maintenant composer avec ces velléités sécessionnistes et il faudra éteindre ces foyers sécessionnistes, quitte à utiliser des méthodes fortes ou bien à procéder par des moyens peu conventionnels. Alors le CMA, est-ce que par cette déclaration, il essaye un peu d'avouer qu'il est lâché, abandonné, y compris par tous les partenaires qui jadis étaient là pour superviser la signature de l'accord d'Alger? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre cela? Non, le CMA n'est pas lâché, n'est pas abandonné. Pourtant, il dit quand même ne plus, il dit suspendre quand même toute sa participation à toutes ces instances, qu'elles soient nationales, internationales, tous les partenaires, ceux qui ont quand même accompagné le processus en 2015. Le principe, c'est qu'il fallait donner une raison de cette suspension. Et la raison la plus valable, ce n'est que celle-là. Donc, une autre raison aurait paru farfelue et en plus superfétatoire. Donc, pour ne pas donner l'impression de naviguer à vue,
ils veulent soutenir leur action. Donc, mais ils dénoncent notamment l'absence persistante, hein, je les cite, de volonté politique des autorités de transition à appliquer cet accord qui semble plus que jamais menacé, selon le SEMA. L'accord d'Alger, mon frère Issa Diawara, qui vous a lu l'accord d'Alger, qui nous a partagé l'accord d'Alger, nous a lu ça ici la fois dernière. Nous sommes d'accord sur un fait, c'est que l'accord d'Alger était le préalable d'une partition du Mali. Cette fois-là, avec deux garants, le Mali, avec deux garants, la France et l'Algérie. Or, l'Algérie qui ne trouve pas d'intérêt à travailler à la partition du Mali, n'a jamais revendiqué l'application de l'accord d'Alger. L'Algérie n'a jamais utilisé cela comme un moyen de discussion du point de vue diplomatique. L'Algérie n'a jamais revendiqué l'application de l'accord d'Alger simplement parce que l'Algérie est consciente que dans l'accord d'Alger, c'était la France qui voulait l'intéresser à la partition du Mali. Et donc l'Algérie, ne voulant pas jouer à ce jeu, est restée tout à fait en retrait et a toujours observé le silence quand il y avait des déclarations sur la fameuse, le fameux accord d'Alger. D'ailleurs, vous allez remarquer que les seules personnes qui vont brandir l'accord d'Alger comme étant un accord cadre qui serait promoteur et porteur de solutions de paix sur le Mali, c'est la junte française, notamment son ex-ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a plusieurs fois martelé que la non-application de l'accord d'Alger avait entraîné la montée du terrorisme dans le Sahel. Pourquoi la France insistait justement sur l'application de cet accord? Parce que dans l'accord d'Alger, il y a beaucoup d'éléments qui montrent, il y a déjà l'autonomie qui est accordée aux zones de Kidal, de toutes ces zones du nord, surtout la zone de Kidal, qui est un peu considérée comme la capitale selon les tenants du projet sécessionniste, la capitale de leur État imaginaire d'Azawad. Vous avez des éléments qui sont dans l'accord qui demandent à l'armée d'avoir une certaine posture qui n'est pas celle d'une armée nationale au niveau de Kidal. Donc, ce n'est pas des éléments qui pouvaient arranger l'État du Mali. Du moins, ça ne peut arranger aucun État qui revendique la souveraineté de son territoire. C'est impossible à appliquer sur un territoire souverain. Donc, la France, par contre, ça l'arrangeait parce que le projet azawadien émerge à la veille des indépendances. Souvenons-nous, c'est la lettre de 1956 qui est à la base de tout ça. Et cette lettre est toujours gardée par Paris comme moyen de chantage sur le Mali en disant à tout moment nous pouvons activer les revendications de ceux qui l'ont écrit. Donc pour Paris, c'est fondamental d'avoir ce moyen de chantage. Et c'est pourquoi l'accord d'Alger, qui est un accord signé un peu comme les accords de France-CFA entre les France-Africains et les Français, dont on fait entre la France et la France, cet accord pour eux était du pain béni quant au maintien d'une certaine pression sur le Mali. Donc pour que cette pression rentre dans le corpus du droit international, cela a été érigé en accord. Et donc cette pression, c'est l'accord d'Alger. Donc l'accord d'Alger, c'est l'arme juridique que la France détient pour continuer à intimer ses ordres, à renforcer son influence sur l'État du Mali. Donc à davantage mettre en question la souveraineté de l'État du Mali. Et ça ne se limite pas à des menaces ou bien à de simples pressions diplomatiques. C'est suivi, c'est assorti d'un ensemble de dispositions qui peuvent enclencher le processus sécessionniste chez les acteurs visés, par exemple ceux qui se réclament azawadiens. Donc c'est tout un dispositif qui arrange bien la France, la jeune française, et c'est pourquoi c'est la seule qui a toujours, avec ces groupes armés qui lui sont affiliés, parce que tous ces groupes armés finalement bénéficient de son soutien. Donc il n'y a que ceux-là qui ont toujours eu intérêt à défendre et à
rappelé la nécessité de l'application de l'accord d'Alger. Tandis que l'un des garants qu'est l'Algérie n'a jamais, au grand jamais, rappelé à quelconque partenaire que les accords d'Alger étaient un accord cadre pour la pacification du Mali. Et puis, il y a quelque chose qui s'est produit depuis un certain temps. Le fait que la transsaharienne ait été achevée entre l'Algérie et Lagos et le Nigeria, ça dit ça va d'Alger jusqu'à Lagos, ça va même jusqu'à Tunis, et avec une branche un tronçon qui passe sur le territoire du Mali. Depuis que cette transsaharienne est achevée, il y a les autorités de la junte française sont conscientes que désormais, pour les autorités maliennes, les alternatives au désenclavement du Mali existent et sont multiples. Désormais, le Mali peut se ravitailler depuis l'Algérie ou depuis la Tunisie ou depuis la Mauritanie et pas forcément comme avant contraint de se lier au Sénégal ou bien à la Côte d'Ivoire. Donc ces alternatives-là font qu'il faut à tout prix créer une zone de tension là où ce trafic peut être intensifié. Et c'est pourquoi quand vous regardez la position des fameux Azawadiens, c'est carrément sur une partie du tronçon. Donc ils veulent à tout prix faire monter les enchères avec l'achèvement de ce projet et peser davantage pour montrer aux Maliens que même si Barkhane est parti, la France reste encore très présente avec ses groupes armés sur le territoire du Mali. Voilà, Jonathan Batenguene. Nous allons donc retrouver le général Issa Diawara à Kati. Issa Diawara, bonsoir mon général, merci d'être avec nous. Nous parlons justement de votre pays, le Mali. Je vous sais très occupé, très sollicité sur plusieurs plateaux, mais vous préférez Foyou Média Africa. Tout cela nous honore. Alors on parle de la suspension du CMA, donc la coordination des mouvements de l'Azawad, qui a décidé de suspendre sa participation dans toutes les instances chargées de suivre l'accord d'Alger. Alors, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Quelle est votre lecture? Je vous dis merci d'abord pour la confiance. Effectivement, je vous avais promis depuis hier sans doute, ou très tôt ce matin, d'être là avec vous. Oui. Donc, dans le combat panafricain, il faut tenir sa parole. C'est très important. Oui. Maintenant, pour répondre directement à votre question, la CEMA, quand elle décide de suspendre sa participation, nous disons Dieu merci. C'est du pain béni sur la planche. En réalité, c'est la stratégie mise en place par les 5 colonels et leurs homologues d'autres colonels du Mali, en tout cas par les autorités actuelles du Mali. Il s'agit bien sûr de pousser la CEMA à se retirer elle-même. C'est ce que moi je vois, je ne suis qu'un analyste. Je vais me tromper dans mon analyse. Mais en réalité, je pense que le Mali a mis en place une stratégie qui pousse la CEMA à se retirer de cet accord. Parce que cet accord d'Alger n'arrange rien le Mali. N'oubliez pas que l'accord d'Alger n'arrange à grande partie peut-être que la France et un peu nos alliés algériens. Mais ça n'arrange pas le Mali. Qu'est-ce que le Mali y gagne concrètement? Le Mali ne gagne rien. Le Mali gagne quoi? Le Mali perd plutôt. Parce qu'il s'agit pour le Mali de préparer l'indépendance pacifiquement, l'indépendance du Nord. Il s'agit pour le Mali de préparer le transfert de compétences aux rebelles du Nord. Ça n'arrange pas le Mali, tout État qui se met souverain. Quand on signait cet accord d'Alger, cette torchon d'Alger, ce qu'on a oublié de mettre dans le lot, ce qui n'a pas été inclus dans le lot, c'est la venue du colonel Assimi Goïta au pouvoir. Oui. On pensait oui, M. Bachir, on pensait qu'Ibeka allait rester au pouvoir comme Ouattara, et après, comme Ouattara peut-être se prépare à se faire succéder par son petit frère, Ibeka allait se faire succéder par son fils, l'enfant gâté, l'enfant tout permis ici au Mali, qui était président de la commission de défense, et qu'on appelle Karim Keïta, qui est poursuivi pour assassinat, et qui est réfugié du côté de la Côte d'Ivoire. On pensait bien sûr, dans leur plan, Karim allait venir, il allait continuer. Lorsqu'il allait prendre 10 ans, 15 ans, voire 20 ans au pouvoir, et qu'après Karim, peut-être son jeune frère aussi, allait venir au pouvoir, ils étaient dans ces calculs. Ce qu'ils ne voient pas venir, c'est la puissance surnaturelle qui est sur l'Afrique.
c'est l'énergie surnaturelle, c'est la protection naturelle et surnaturelle dont bénéficie l'Afrique. Ils ne comprennent pas cela. Qu'après tous ces siècles d'esclavage, ces hommes-là sont encore vivants. Pendant tous ces siècles, nous sommes encore debout. Pendant tous ces siècles, nous sommes en train, aujourd'hui, en utilisant même leur langue, nous sommes en train de les massacrer. En utilisant leur propre système qu'ils nous ont imposé, qui devait nous réduire à l'âge de pierre. Avec ce propre système, nous sommes en train de les écraser. Les voyous qui se font appeler rebelles au niveau du nord du Mali, qui en réalité sont des pantins, des valets, des laquais de la France, qui n'obéissent qu'à l'agenda français, et veulent soulever un débat, un dernier combat. Vous suivez les films chinois, M. Bachir. Et j'espère que mon ami et mon frère Jonathan au plateau suivent ça. Et il y a les katas. Peut-être que lui, il est même adepte des arts martiaux. Oui. Il y a les katas. C'est les derniers katas entre le Mali, bien sûr, et la France. Donc la CEMA ce n'est qu'un groupe d'envoyés. Et ce ne sont que des émissaires. La CEMA, n'est autre que l'intermédiaire. En réalité, c'est le dernier combat, le dernier face-à-face entre le Mali et la France. C'est ce qui va se jouer dans ça. Et quand la CEMA décide de suspendre sa participation, nous disons Dieu merci. Parce que pourquoi? Je dis Dieu merci. Parce que si le Mali s'était retiré de cet accord, déjà qu'on est sur beaucoup d'efforts. Et n'oubliez pas que cet accord est garanti par beaucoup de pays. Il y a l'ONU, il y a la CEDEAO, il y a le Burkina, qui est aujourd'hui notre allié, il y a le Nigeria, beaucoup de pays membres de la CEDEAO et en plus la CEDEAO elle-même. Et même la France a sa signature. Donc c'était une façon de retourner tous ces pays contre Assimi Goïta. Dire que voici un homme qui ne tient pas parole. Un document que le Mali a signé, voilà qui vient de déchirer. Mais qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a poussé la CEMA à se retirer elle-même. Et si la CEMA se retire, Dieu merci, bravo. Mais qu'est-ce que la CEMA peut faire? S'apporter à nous militairement? Non. Ses parents, ses grands-parents, la France là, elle a fui. Ouattara là, il a fui. La CEMA ne peut rien. Donc militairement, la CEMA ne va pas faire le poids. N'oubliez pas que nous venons de dire bienvenue à nos drones Baïkatar TBD. Oui. Jonathan connaît la puissance de ces drones. Et qu'avec la France, nous, on n'allait jamais avoir un simple drone de surveillance, à plus forte raison des drones de dernière génération. Nous avons suffisamment aujourd'hui des avions de combat, à tel point que l'aéroport de Bamako ne parvient plus à les recevoir. Nous sommes en train de les recevoir maintenant au niveau de l'aéroport de Sébaré, notamment au niveau de Mopti, au centre du Mali. Donc ce n'est plus Bamako qui a acquis ces avions de combat. Et pour vous dire tout simplement que quand ils se retirent comme ça, ils font notre affaire. Derrière c'est quoi? C'est la guerre, c'est le combat, c'est l'affrontement. Nous sommes déjà préparés. Nous attendons à cela il y a longtemps. Pour le moment, nous continuons tranquillement de nettoyer le centre du Mali. Nous attendons la CEMA, nous attendons le premier faux pas que la CEMA doit poser. D'ailleurs, l'incohérence dans ça, c'est quoi? Pour vous montrer que la CEMA, là, elle n'est qu'un instrument. La CEMA a se retiré de l'accord. Mais la CEMA devait se retirer de toutes les institutions qu'elle a adhérées grâce à cet accord. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la CEMA est présente dans le gouvernement du Mali. Il y a 2 ministres qui relèvent de la CEMA, mais qu'ils démissionnent. La CEMA est dans les CNT, dans les parlements. Mais qu'elle se retire, parce que c'est grâce à ces bidons accords-là que la CEMA a eu des portefeuilles ministériels. Donc la CEMA est en train de se faire l'argent. La CEMA est dans les CNT, elle se fait de l'argent aussi du contribuable. Si elle n'est pas d'accord avec cet accord, mais en se retirant, en suspendant sa participation de l'accord, mais qu'elle se retire des institutions du Mali, c'est ça la cohérence. Pourquoi la CEMA reste dans les institutions du Mali? Qu'elle se retire. Et d'ailleurs, beaucoup des officiels de CEMA sont dans des hôtels à Bamako. On les a accueillis aux frais du contribuable au nom d'une quelconque paix. Mais si la CEMA ne veut plus de la paix, mais qu'elle libère ces hôtels-là, qu'elle se retourne dans ses tentes et qu'elle se prépare à faire la guerre, puisque au début, quand Assimi Goïta est venu, quand l'armée malienne était encore désorganisée, un officiel de la CEMA a dit dans le CNT, au sein du Parlement, que soit le Mali accepte et cet accord, soit c'est la guerre. Aujourd'hui, nous, jeunes du Mali, nous disons à la CEMA que nous voulons bien sûr cette guerre dont elle a longtemps parlé, longtemps revendiqué, que nous sommes prêts.
Je vous remercie. Alors, Général Diawara, on reste avec vous un tout petit peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi lire quand même cette décision de suspension de la CMA comme une sorte de stratégie pour mettre la pression quand même aux différents signataires de cet accord et même de ceux qui sont chargés du suivi et de l'évaluation de l'accord d'Alger? Le principal signataire qui est chargé du suivi de cet accord, c'est l'Algérie. Oui. Aujourd'hui, l'Algérie avait roulé un peu... Vous savez, l'accord d'Alger, en fait, c'est un accord entre l'Algérie et la France. Le nord du Mali, c'est une guerre par procuration, bien sûr, entre l'Algérie et la France. Il y a ce qu'on appelle la guerre dans la guerre. N'oubliez pas cette stratégie qui est actuellement en cours au niveau de Syrie. En Syrie, il y a bien sûr Bachar qui affronte ses djihadistes, mais il y a aussi l'Israël qui fait la guerre à la Syrie, qu'elle fait appeler la guerre dans la guerre. Dans une guerre, chacun vient faire aussi sa guerre. L'accord d'Alger était une façon de trouver un terrain d'attente entre la France et l'Algérie sur effectivement le nord Mali, parce que le Mali était faible, le Mali n'avait pas une armée capable d'occuper, en tout cas, ce vaste territoire. Or, l'Algérie ne voulant pas d'une république indépendante des Touaregs à sa frontière sud, c'est-à-dire au nord du Mali, parce que n'oubliez pas, la zone revendiquée comme territoire d'Azawad couvre une partie du Mali, de l'Algérie et du Niger. Donc, en ayant déjà l'indépendance côté du Mali, ces rebelles-là allaient avoir un État souverain, un territoire reconnu par l'ONU, à partir duquel ils vont revendiquer le reste de leur territoire du côté algérien, où ils ont aussi des Touaregs comme eux. Donc, l'Algérie ne voulant pas de cette indépendance à sa frontière, parce que cela va nourrir les ambitions d'indépendance du côté algérien. N'oubliez pas que l'Algérie est le pays le plus vaste d'Afrique, avec une superficie de 2 400 000 km². C'est important de le souligner. Et que l'Algérie n'est pas en odeur de sainteté avec l'Israël. Or, l'Israël, dans sa politique extérieure, contre ce qu'elle pense être ses ennemis, c'est quoi? Il s'agit de morceler tous ces pays. Tous ces pays qui ont de vastes territoires. Il s'agit pour l'Israël de morceler la Syrie, avoir de l'autre côté de l'Euphrate, n'est-ce pas, une république autonome kurde, et de l'autre côté, une république contrôlée bien sûr par Bachar. La même chose au niveau de l'Irak, où vous avez une partie que vous appelez Kurdistan irakien, et vous avez une autre partie qui est gérée par Bagdad. Et ils veulent même aller au-delà de cela. Même projet, on a ça au niveau de l'Iran. Même projet au niveau de l'Arabie Saoudite, pour échapper à cela, joue un peu à l'allié d'Israël contre l'Iran. L'Israël a la même politique contre l'Algérie. N'oubliez jamais la crise au niveau de Kabylie, au niveau de l'Algérie. Il y a eu cette guerre fratricide en Algérie. Donc il y a ce projet, et il y a un autre projet de vouloir morceler l'Algérie à partir, bien sûr, du nord du Mali, le sud de l'Algérie. N'oubliez pas l'attentat au niveau du gaz d'Inamenas au niveau de l'Algérie. C'est très important. Donc l'Algérie ne veut pas d'une nouvelle république indépendante à sa frontière sud. Par contre, l'Algérie, pour pallier à cela, avait opté pour une autonomie, en tout cas de ses Touaregs et de ses Arabes, au niveau de cette partie, en tout cas du Mali. Une autonomie qui doit empêcher toute vérité d'indépendance. Et cette autonomie aussi, ça n'arrange pas le Mali actuel. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un Mali qui a une armée forte, qui a une armée aujourd'hui qui peut aller au-delà de ses frontières. Donc, est-ce que le Mali va se contenter de ce bidon, de ce torchon d'Alger? La réponse, évidemment, c'est non. Donc, mettre la pression sur l'Algérie, non, l'Algérie a changé de veste. Aujourd'hui, l'Algérie roule pour le Mali. Et qui sont perdants dans cette histoire pour le moment, c'est la France. Est-ce qu'on peut mettre la pression sur la France? La France n'a plus de base militaire. La France a traîné son retrait pour pousser la CEMA à déclencher quelque chose. Mais pendant tout ce retrait, le Mali a été stratégique. La CEMA ne s'est pas aventurée. Quand la CEMA a tenté quelque chose, le Mali a envoyé des groupes d'autodéfense à première ligne. Donc ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre la pression sur l'Algérie. Regardez la lettre qu'ils ont écrite, qu'ils ont envoyée à l'Algérie. Et qu'est-ce que l'Algérie a fait? L'Algérie a répondu à la lettre, n'a nullement dit qu'on doit aller dans un pays neutre.
l'Algérie a tout simplement botté en touche. Parce que le Mali, en enlevant les 5 bases militaires françaises de son territoire, l'Algérie s'est sentie un peu à l'aise. L'Algérie n'a plus de bases militaires françaises à sa frontière. Parce que si ces gens d'Azawad avaient eu leur prétendue indépendance, qui en réalité est le fait de sous-traiter une partie du territoire malien aux Français, mais dites-vous qu'ils allaient réclamer des bases militaires françaises dans leur nouveau territoire. Pourquoi? Parce qu'ils allaient dire qu'ils veulent se protéger, en tout cas du Mali. Ils allaient accuser le Mali de vouloir les annexer, de vouloir les envahir. Donc l'Algérie allait demeurer éternellement, pardon, la France allait demeurer éternellement à la frontière sud de l'Algérie. Aujourd'hui, il n'y a plus de base militaire française au niveau du Mali. L'Algérie se sent à l'aise du côté du Mali, mais elle se sent menacée du côté du Niger. S'il y a débat à faire, c'est bien sûr du côté du Niger. Du côté du Mali, la CEMA ne réussira jamais à retourner l'Algérie contre le Mali. Merci. Bien à vous. On affiche donc les numéros pour nos téléspectateurs. Je vois Abou qui ne fait que me titiller. Abou, rassurez-vous, on prendra vos appels dans quelques secondes seulement. Jonathan Batenguéné, est-ce que l'absence, l'annulation même, si vous voulez, ou la suspension de sa participation, je parle de la CMA, dans cet accord de Mali, est-ce que ça ne pourrait pas aussi annoncer une certaine volonté ou velléité de reprise d'armes? C'est vers ça qu'ils sont en train d'aller. Nous l'avons dit déjà d'entrée de jeu. Ils veulent à tout prix passer à leur idée sécessionniste. Ils ont... et puis, mon frère Diawara l'a dit tout à l'heure, très clairement, c'est la dernière carte de la jeune française sur le Mali. C'est sa dernière carte. Vous savez, les terroristes qui étaient au Nord Mali, pour la plupart ont été défaits. Les groupes qui ont été renforcés il y a de cela quelque temps ont été également mis en déroute. La jeune française se dit, à cette allure, le Mali va désormais, dans peu de temps, réussir le pari de la sécurisation de son territoire. Il faut lui il faut lui créer un problème beaucoup plus grand. Un problème qui sera récupéré internationalement. Parce que les éléments ici visés, c'est il faut une lutte armée sur le territoire du Mali qui ne sera plus simplement du terrorisme. Ça aura le sens de ce qu'ils appellent les luttes d'autodétermination. Et dans les luttes d'autodétermination, la notion qui est visée, c'est la notion du génocide. C'est-à-dire que l'action militaire des autorités maliennes, pour eux, sera interprétée par leurs ONG. C'est pourquoi nous avons dit d'entrée de jeu que les ONG vont travailler à neutraliser l'armée malienne. Ça sera de présenter l'action militaire de l'armée malienne comme étant des actes génocidaires. Et la récupération au Conseil de sécurité pourrait aboutir à l'intervention des Nations Unies, à une intervention humanitaire. Donc, il y a ce plan qu'ils sont en train d'activer. C'est sur lui qu'ils misent désormais parce que c'est un plan beaucoup plus direct. C'est un plan qui donne les coudées franches, non pas seulement aux terroristes sur le terrain, mais maintenant à leurs alliés internationaux d'intervenir sur le territoire du Mali. Très bien. Allons vers le téléphone. Je sens quelqu'un qui s'impatiente. Je n'ai pas encore reçu le nom de notre appelant, mais bon, on y va. Allô, bonsoir. Oh, d'accord. Donc, comme je suis en train de regarder Afrique Média. Allô, bonsoir. J'ai besoin de son numéro personnel, quoi. Allô, bonsoir. Oui, monsieur Passengre, j'ai besoin de son numéro personnel, quoi. Ah, d'accord. Ils vont vous le donner juste hors du standard. Ils vont vous le donner, rassurez-vous. Inch'Allah. D'accord. Merci à vous. On reste au téléphone avec d'autres appelants. D'accord. Abou d'Angleterre. Allô, Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladan. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Et Bachir, je confirme,
vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue vos invités de marque, le général Issa Diawara et le brillantissime Jonathan Bateguede, tous les techniciens, en particulier Signé et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, je prends la parole aujourd'hui avec un cœur un peu serré parce que à ce 29-là, mon espoir était de voir ce qu'on appelle le procès de la France en direct. Vous comprenez? Donc pour moi, qui, en tant qu'homme spirituel, qui s'aligne des signes de Dieu, qui sait que Dieu a choisi le Mali pour restaurer la vérité en ce plein 21e siècle-là, le coach a été manqué aujourd'hui parce qu'on devait avoir un procès public tel que les méchants, les Français nous ont toujours donné des procès publics. Quand il s'agit de juger les hommes purs comme Laurent Gbagbo, on l'a jugé publiquement. Toujours quand il s'agit de juger les dignes fils de l'Afrique, on les juge publiquement. Aujourd'hui, nous, on devait avoir notre portion de procès de la France, parce qu'on a toujours demandé, comme tous les Africains ont demandé, à quand le procès de cette France-là. Et le Mali a fait la demande à l'ONU, l'ONU a refusé, mais Dieu, dans sa magnificence, a donné ce procès-là le 29 au Mali, même sur le territoire malien. Donc, le Mali devait saisir ce coach-là pour faire un procès public que tout le monde entier allait voir, parce que ça allait être un tournant de l'humanité aussi, puisqu'ils allaient voir la face hideuse de ce cancer qu'on appelle la France, qui pauperise 15 États dans ce monde-là, en plein 21e siècle, sur la planète Terre. Donc, c'était un procès de l'humanité. Vous comprenez? Il fallait qu'on montre que voilà comment la France, parce que ça c'est un procès technique et avec preuve à l'appui. Tous les indices étaient là. Voilà comment la France montre des équipes de tueurs de différents pays, avec différentes identités, des tueurs à gages. Elle va détruire un pays, tuer ses populations et tuer le président de ce pays-là en plein 21e siècle. Mais c'est elle qui s'étale des pays des droits de l'homme, pays de la diplomatie. C'est elle qui s'étale, qui se déroge de dire que les Africains sont sauvages, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire, ils se tuent entre eux, ils connaissent pas les droits de l'homme. Donc c'était le moment de rétablir la vérité en Mondiovision. Plus en ce plein 21e siècle, ils nous ont montré que tout doit se faire publiquement. Vous comprenez? Donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi aujourd'hui, le 29, quand on a attendu tout avec le cœur bien rempli, on a attendu ce procès-là, qu'on devait voir ça en direct, comme on nous a montré le procès de Laurent Gbagbo en direct. On devait voir le procès de ces tueurs à gages qui ont été loués par la France et sous-traitance de la Côte d'Ivoire pour venir détruire le Mali en ce plein 21e siècle-là. On devait voir ce procès-là en direct pour que cette France-là puisse elle-même être sauvée de sa propre maladie, sa maladie mentale. Parce qu'elle fait du mal, mais elle ne sait même pas qu'elle est mauvaise. Donc, on devait guérir toute l'humanité avec ce procès-là. Et c'est ça un peu là où mon cœur est serré ce soir, qu'on veut en plein 21e siècle encore faire du cadeau aux méchants. Parce que les méchants là, eux quand ils font juger, eux ils jugent sans pitié. Mais eux quand on va les juger, c'est eux qui passent par la négociation. Pourquoi on peut accepter la négociation et libérer des tueurs qu'on sait qu'ils étaient venus libérer et tuer au Mali? Donc nous voulons que le Mali se ressaisisse, parce que nous les aimons tous, nous l'attendons, mais ils ont été choisis par Dieu, ils n'ont pas à avoir peur des êtres humains. Vous comprenez? Donc qu'ils aillent au bout de ce que Dieu leur a donné comme mission en ce plein 21e siècle-là, c'est de sauver l'humanité. Merci, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, famille. Bye bye. Merci à vous pour cet appel. Eh bien, Signé, on reste au téléphone, c'est ça? D'accord. Allons du côté de Issa Diawara, le temps de caler le prochain appelant, puisque ça grisaille un tout petit peu. Envoyez tout simplement les appels qui sont audibles. Issa Diawara, Abou parlait tout à l'heure d'un procès, et vous vous en doutez bien, on devait y arriver de ce côté-là. Que se passe-t-il avec les 46 mercenaires ivoiriens qui sont aujourd'hui même à la cour d'appel de Bamako? Méchant
Alassane Ouattara, Oui. crier qu'ils ont été libérés, ils ne sont pas à leur première fois. Je demande aux panafricains de ne pas tomber dans leur jeu. N'oubliez pas qu'ils les avaient déjà annoncés dans un avion il y a longtemps. Oui. Et cet avion n'a jamais atterri. Donc restons sereins, ils sont à l'image de leur mentor. Ils sont spécialistes de dribble. Ils savent dribbler. Donc ne rentrons pas dans leur jeu. Restons sereins, restons dans ce que nous avons fait. Restons derrière notre combat pour la libération totale de l'Afrique, y compris les microbes de Ouattara. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent être traités, ils doivent être soignés. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de ces procès, c'est le procès qui a été tant entendu, tant réclamé. Oui, le procès a commencé. Le procès a commencé, le procès suit son cours normal. Demain, ça va continuer. J'ai été surpris de voir la toile, les réseaux sociaux inondés de messages et qu'ils ont été libérés. Libérés comment? Comment on peut être libéré avant la fin d'un procès? De toute façon, le Mali aurait réussi le pari de juger ces hommes, quand bien même je sais, nous savons que le régime ouattarien a tout fait pour éviter, en tout cas, ces hommes de procès. Et vrai ou faux, si Chérif Balé a été libéré, oui, ça doit faire partie, en tout cas, des clauses de l'accord discuté entre le Mali, bien sûr, et la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le Mali ne va pas croire Ouattara sur parole. Il s'agit de poser des gestes. J'ai vu Chris Yapi avancer les chiffres de 75 milliards de francs CFA que le Mali a déjà bénéficié. Il s'agit du fonds du Mali, le fonds malien qui a été gelé. Vous avez entre les États, les trucs des droits internationaux, ça n'existe pas. Entre les États, c'est juste des questions d'intérêt, c'est des rapports de force. Et des rapports de dominants et de dominés, c'est tout. Il faut essayer d'inverser les rapports. Pourquoi les finances du Mali étaient gelées, bloquées? Même les sanctions de la CEDEAO, c'était illégal. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire contre? Nous avons, le peuple malien a supporté ces sanctions. Mais tout le monde sait que les sanctions ont été illégales. Donc, dans ce cadre, dans cette dynamique, où vous avez Ouattara adossé à la France et à toutes les puissances coloniales, le Mali aussi a sa stratégie. Donc, c'est pourquoi je dis, dès que nous avons réussi les 46 mercenaires de Ouattara, nous avons dit c'est du pain béni. Parce que les 46 allaient nous aider à atteindre tous les objectifs qui nous échappent. Ouattara avait crié, il avait dit c'est du chantage, il ne va pas les libérer, il ne va pas faire comme ça, parce que pour lui, il fallait maintenir un moyen de pression politique sur le Mali en détenant les opposants, pas les opposants, mais les valets de la France qui sont milliardaires du côté d'Abidjan et de Niamey. Il fallait détenir une pression économique sur le Mali en gelant les fonds du Mali. Mais aujourd'hui, grâce à ces 46 mercenaires, le Mali peut avoir tous ses fonds, le Mali peut obtenir tous ses opposants, on ne s'attendait pas réellement à ça. Et le Mali encore doit dorénavant, en tout cas, faire fermer à Ouattara dans toutes les questions concernant le Mali à l'international. Le Mali va faire sans doute libérer pour Chérif Balé, obtenir qu'on ne mette plus la pression sur l'artiste Aïssa Kone et d'autres opposants ivoiriens alliés au Mali. Le Mali obtient plus que les gens peut-être ne sont en train d'imaginer. Mais pour le moment, le Mali, le processus est en cours. Maintenant, moi, j'ai expressément, j'ai même publié ça sur mon compte Facebook, nous avons demandé aux autorités du Mali de ne pas libérer, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit en tout cas l'issue, quoi que le Mali puisse gagner, de ne pas libérer des mercenaires avant le 1er janvier, au risque de semer la confusion, de faire croire à un pseudo-ultimatum de la CEDEAO. Or, nous savons que la CEDEAO, pendant plus de 6 mois, n'a pas pu fléchir le Mali. Mais il ne faut pas donner un prétexte à la CEDEAO. Donc, il faut aller au-delà du 1er janvier et nous allons voir si la CEDEAO peut faire descendre les ciels sur la terre. C'est de cela qu'il est question, voir si la CEDEAO peut couper l'air. Si on va cesser de respirer, nous voulons voir cela. Nous sommes déjà frottés à la CEDEAO. Nous savons, comme on le dit en Bambara, Foute Gondula ni Gongote. C'est-à-dire, derrière le singe là, il n'y a rien que la poussière. Il n'y a rien derrière, rien d'autre que la poussière. La CEDEAO ne peut rien. Donc, le processus en cours normal, nous comprenons qu'il y a une vaste campagne pour essayer de faire croire à une libération quelconque. Pour le moment, c'est peut-être leur souhait. Pour le moment, il n'y a pas de libération. Le processus en cours. Et je dis à mon frère Abou, quand il parle de procès à huis clos, et je pense qu'un procès public, même les juges ne pourraient même pas les juger. Parce que n'oubliez pas, une foule en colère, c'est pour les
c'est pour les déchiqueter aussi. Il y a aussi la vie, en tout cas, de ces hommes aujourd'hui qu'il faut protéger, des hommes sans doute qui sont inclus dans le cadre d'une transaction. Donc, un procès public, c'est quoi? Que les gens les jettent des chaussures, des pierres, on ne pourra pas contrôler la foule. Connaissant chaque peuple, connaissant un peu les peuples maliens, il ne sera pas facile de contrôler la foule quand vous ouvrez ces procès. Et je pense que les procès à huis clos aussi peuvent faire partie, en tout cas, du mémorandum, des clauses. En tout cas, ça fait partie sans doute de l'accord. Parce que n'oubliez pas, c'est moi qui vous le dis, vous pouvez me mettre comme source. De ces 46 mercenaires, il y a 18 qui ne comprennent pas français. Ça, c'est avéré. Ils parlent anglais et d'autres langues. 18 hommes ne parlent aucune langue de la Côte d'Ivoire. Je dis bien aucune langue. Pas du BT, aucune langue de la Côte d'Ivoire. Donc, il s'agit bien sûr des légionnaires français qui sont inclus dans les lots. C'est à voir. Le Mali ne les a pas détenus. En tout cas, un jour, en tout cas pour les exécuter, si tel est le cas, depuis leur arrestation, on allait les amener dans un coin de l'aéroport et puis on n'allait plus entendre parler. Ils ont été arrêtés, bien sûr, pour être libérés un jour, mais à quelles conditions? C'est le prix qu'il faut voir. Quel est le prix mis sur la tête de chacun de ces mercenaires? Qu'est-ce que le Mali gagne? Si le Mali gagne des choses qui puissent l'aider à accélérer la libération de l'Afrique, il faut saisir. Ça serait dommage de se priver des moyens, bien sûr, qui vont nous aider, qui vont contribuer à la libération progressive de l'Afrique. Aujourd'hui, la Guinée est libérée, le Burkina est libéré, et je pense que nous continuons très bon. Et Ouattara a débloqué certains moyens pour le Mali. En faisant débloquer ces moyens, bien sûr, je pense qu'il n'est pas en train de se rendre service. Et je pense d'ailleurs la France n'est pas contente de Ouattara parce que les hommes politiques du côté de la Côte d'Ivoire, les moyens financiers saisis, c'est sous ordre de l'Élysée, c'est sous ordre de Macron. C'est des moyens, il fallait limiter les moyens du Mali. Mais en octroyant aujourd'hui plus de moyens au Mali, je me demande qui a beaucoup plus à perdre. Est-ce que c'est le Mali qui doit avoir peur ou bien sûr ce sont les ennemis du Mali? Merci bien. Ralissa Diawara. Eh bien, Jonathan, avant de venir à vous, il y a Jean Sakponou qui nous appelle. Jean, bonsoir. Bonjour Bachir. Bonjour, c'est avec intérêt que je vous écoute, que nous vous entendons et nous vous suivons. Merci, je vous salue. Je salue vos techniciens. Je salue aussi votre invité, c'est Jonathan Seul, avec Issa Diawara, voilà. Et je vous salue. Merci Issa Diawara. Merci le vrai combattant Jonathan. Bachir, nous venons de très loin. Quelques points seulement que je veux souligner. Vous voyez, quand Goïta prenait le devant des choses, vous vous souvenez du premier coup qu'on voulait lui faire, on voulait l'égorger. On voulait l'égorger. Vous savez, c'est vous qui ne voyez pas ce que c'est. C'est vrai, c'est très spirituel. Lucifer, les Illuminati savent très bien que le Mali, cette lumière sortira du Mali et va éclairer l'Afrique, pour ne pas dire le monde. C'est pourquoi soyons confiants dans notre lutte. C'est vrai, nous avons nos intelligences qui nous permettent de voir, mais en réalité, c'est très spirituel. Et depuis lors que Goïta a échappé à cela, c'est la panique totale dans le camp de Lucifer. C'est la panique jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Les forces du mal, c'est la panique dans leur rang. Et alors, ils cherchent par tous les moyens, vaille que vaille, sans raison, pour arriver. Mais ils ne peuvent pas. Cette chaîne-là doit être brisée et est brisée. Alors, depuis lors, ils continuent leur sale besogne. Ils ne se découragent pas parce qu'ils n'ont pas pitié. Depuis longtemps, on voit comment ils broyaient les Africains. Depuis... Ça ne fait pas pitié. Et ils viennent encore comme sauveurs pour vous sauver. On vous endette. On vous prend tout ce que vous avez. Et on vous endette. Bachir, ce n'est pas méchant ça là? C'est très méchant. C'est ce qu'ils font. Et ils trouvent des partenaires pour le faire. Des partenaires locaux pour le faire. Les Africains qui ne savent pas, qui sont manipulés jusqu'à aujourd'hui. Alors le procès, commençant par le CMA,
Mais c'est parce que ce qu'on leur a promis, l'argent qu'on leur a donné, que la France a mis à la disposition de ceux-là, mais il sera bloqué. Et que si, on leur a fait miroiter beaucoup de choses avant qu'ils ne rentrent dans ces histoires. Mais on va leur prendre tout cela. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont obligés, avec le système, ça doit aller, Goïta doit avancer. Avec son système, ils sont obligés de rendre l'établi. C'est comme ça, Bachir. Et maintenant, bien sûr, les 46. Ouais, récemment, Ouattara a fait arrêter 46 mercenaires, plutôt 46 docteurs en Côte d'Ivoire, et on les a jugés, on dit, bon, ceux-ci sont libérés. C'est un prélude de ces jugements. Ils pensaient que oui, pourquoi ces partenaires sont en train de publier sur le réseau, non, ils sont libérés. Non, il a dit, c'est des gens, et Lucifer, avec tes partenaires, sachez que la lumière divine vous voit. Vous serez démasqués. Vous serez démasqués. Et nous avons confiance pour que ce jugement va aboutir. Le monde entier saura, parce que ce n'est pas un jugement contre seulement les 46 mercenaires, parce que ces mercenaires sont dans un réseau mondial, ils sont liés à Guterres et autres, les Américains, pour ne pas dire l'Occident. C'est un petit groupe, oui, c'est vrai, mais ils sont liés. Voilà donc ce procès, nous voudrions que les paroles recueillies de ces 46, et on vient d'entendre qu'il y a 18 qui ne connaissent pas le français, de ceux-là qui sont embarqués dans ce système, soient vraiment dévoilés pour que les autres sachent. Parce que ce procès, comme le Mali, je suis un peu long, mais excusez-moi, comme le Mali a accusé la France publiquement, mondialement, ça fait partie des tremblements dans leur rang. Et ils ne veulent pas pagaille, pas usurpation, ils s'imposent. Ils disent non, nous sommes le chef, c'est nous qui jugeons et non vous. Voilà, ce procès aussi va nous permettre, comme le disaient mes prédécesseurs, va nous permettre de juger ces gangs-là qui bouillonnent le monde. Et je reviens un peu sur le cas du Togo actuellement, qui est menacé depuis longtemps. Il y a longtemps que ces réseaux-là, ces Français, ces Occidentaux, voulant prendre le Golfe de Guinée, voulaient embarquer tous les pays du Golfe. Le Bénin aussi, vous vous souvenez du cas de Rissika, qui est actuellement en prison. Voilà, ces gens-là font partie de ce réseau, et le Bénin voulait être embarqué dans ce truc-là, mais nous avons, c'est avec regret que nous voyons partir tout à l'heure, plutôt à Washington, qui riait avec ces Américains. Moi je vois que ces gens-là, ils viennent d'où ça? Ce sont vos ennemis, ceux-là. Patrick Talon, écoute très bien. Tu sais, toi-même tu sais, pourquoi Rissika est toujours en prison. Tu sais le coup que la France prépare. Alors, ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Sinon, le Bénin de Kérékou et de Béazin vous rendra compte. Je m'arrête là, je suis un peu trop long, mais excusez-moi. Mais si nous sommes en guerre, que les gens comprennent qu'à la guerre, tout est possible. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Préparons-nous. Préparez-vous. Que Dieu bénisse. Merci. Merci à vous également, Jean-Sac Pono, depuis les États-Unis d'Amérique. Jonathan Batenguini, de ce procès qui s'est ouvert ou qui se poursuit à Bamako sur les 46 mercenaires ivoiriens, qu'est-ce qu'on peut attendre, Finish? Puisqu'il faut bien le rappeler, il y a quelques jours, pour ne pas dire une semaine, une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était à Bamako et au sortir, ils ont annoncé qu'ils sont sur la bonne voie pour obtenir la libération de ces 46 mercenaires et puis que les choses allaient bien. Il s'agissait d'un malentendu entre les deux pays. Si je m'en tiens même à Serge Daniel, ces mercenaires sont déjà libres. D'accord. Serge Daniel, c'est le correspondant de Radio Fausse Information, RFI, et de France 24, Fake 24, selon certains panafricanistes. On fait de la pub, d'accord. Donc, selon lui, ils sont déjà libres. Donc, normalement, on ne devrait même plus en parler parce que certainement, tout ce qu'on dit là, ça ne tient pas. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations dans leurs pays respectifs. Mais le général Diawara nous dit qu'ils sont encore là et le procès se poursuit. Juste un mot du général, et pour vous poursuivre. Général Diawara, vous nous confirmez cela? C'est une manière... Merci. C'est une manière de
Oui, je confirme. Je confirme. D'accord. Je sais, quand je le faisais, j'ironisais. J'ironisais. C'est une manière de dire que c'est du mensonge. Oui. C'est du mensonge. Tout ce qu'ils font, c'est du mensonge. Moi, je ne peux plus m'informer. Quand je veux une information, j'appelle mon frère Diawara sur le Mali et puis j'ai l'information. J'ai la bonne information. Je ne peux pas me fier à ce genre d'informations qui sont balancées par les médias mensonges. Bon. Il y a aussi un autre élément, moi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'ils ont les passeports ivoiriens qu'ils sont les soldats ivoiriens. C'est vraiment, c'est un peu le larbinisme de Ouattara qui donne cette honte au peuple ivoirien d'avoir une armée aussi courte, de se dire qu'ils ont une armée courte. Non. Si Bachir, nous allons aujourd'hui faire une mission et que For You Media envoie 20 journalistes et que là-bas nous sommes 30. Quand on arrive, la délégation, quand on nous reçoit, en principe, qu'est-ce qu'on devrait dire de cette délégation? Quelle est sa coloration? C'est For You Media, non? Si nous sommes 30 et qu'il y a 20, bon, parmi les mercenaires, il y a 30 Français. Il y a, disons, 20 Ivoiriens. Mon frère Diawara a dit leur nationalité, là, il a dit beaucoup de choses. Mais il y a seulement pour la plupart, ils parlaient anglais, d'après ce que nous avons dit. C'est les mercenaires de la Légion française, de la Légion étrangère. 30 Français sur une équipe de 49. On dit toujours que ces gens sont ivoiriens. C'est sérieux. Non. C'est des mercenaires français. C'était une équipe de barbouzes français qui venait commettre. C'est d'ailleurs pourquoi notre soeur Edith Puchéry-Ballet est en prison. C'est parce qu'elle a découvert la vérité. Et Ouattara a pris de panique. Il dit, mais comment on va faire pour empêcher cette dame de parler? Il faut bloquer. Comme le mensonge est souvent très rapide et la vérité prend tout son temps, la vérité a éclaté au grand jour. Plusieurs jours après avoir embastillé notre soeur Edith Puchéry-Ballet, à qui nous disons encore courage. C'est des mercenaires français qui utilisent le passeport ivoirien. Et ils utilisent le passeport ivoirien parce qu'ils utilisent une société qui appartient à Téné Birahima et aux frères de Macky Sall, avec d'autres actionnaires allemands. Donc, c'est des mercenaires. Et comme Téné Birahima, on dit que c'est le frère de Ouattara, mais de renseignements beaucoup plus poussés nous ont fait comprendre que c'est le fils de Ouattara. Son fils, il a juste caché. Donc, il y a eu toute une mascarade autour de son fils là qui le présente comme étant son frère. Donc, Téné Birahima, qui est son fils, il prend les passeports ivoiriens. Je ne sais pas si beaucoup d'Africains comprennent. Dans d'autres pays, ce monsieur serait déjà aux arrêts. Alors, il faut bien rappeler, Téné Birahima, c'est le frère du président Alassane. C'est lui qui est venu voir ses employés. Ministre de la Défense. C'est lui qui était là avec la délégation. Il est venu voir ses employés qui ont été arrêtés. Ah, ça a foiré. Ça a foiré, le coup a foiré. Mais il a annoncé que les négociations sont en bonne voie pour la libération des ces 46 mercenaires, bien qu'ils soient en ce moment en train d'être jugés. Vous ne connaissez pas les chefs d'entreprise véreux, comment ils sont souvent, ils ont souvent la langue mielleuse. Téné Birahima, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur véreux. Il est habitué à faire dans le faux. Les affaires de narcotrafic. Narcotrafic est remonté jusqu'à lui. Quand ça touchait Bakayoko, ça le touchait lui également. Vous connaissez un narcotrafiquant qui dit la vérité? Il ne peut pas dire la vérité. Il est habitué à mentir. Et vous voyez comment il est un peu calme là. Il fait le gentil. C'est pas un enfant de cœur. Pour employer des mercenaires, il ne faut pas être un enfant de cœur. C'est la première. Et pour être un narcotrafiquant, il faut non plus être un enfant de cœur. Donc tout ce qu'il fait relève des métiers qui demandent qu'on ait de la fourberie et de la couardise. Donc, Téné Birahima n'est pas crédible.
Tout ce qu'il a dit, c'était du mensonge. Il ment d'ailleurs comme son père, M. Ouattara. Ce n'est pas nouveau de voir aussi le mensonge dans leur camp. Leurs patrons occidentaux qui les ont missionnés dans le cadre de ce coup de force sont eux-mêmes des grands menteurs. Prends Serge Daniel, employé de ces médias que nous avons cités. C'est un menteur. Prenez ses propres médias, là, eux-mêmes, c'est des mensonges qu'ils véhiculent à longueur de journée. Donc, il ne peut pas sortir de vérité chez ces gens-là. On ne va pas attendre la vérité. La vérité, par contre, c'est celle que notre frère Diawara décrivait. Ils sont actuellement mis en cause devant la justice malienne. La justice suit son cours. Ils vont être jugés. Certainement, ils vont écoper de lourdes peines. Ça, sont vos attentes? Quand vous êtes allé faire le mercenariat... Malgré la démarche, malgré la justice qui suit son cours, il y a quand même une autre démarche, diplomatie en parallèle, hein, qui est en train d'être menée. On a vu quand même cette grande délégation ivoirienne, et puis le médiateur togolais lui-même, il était là, le ministre togolais des Affaires étrangères, il était présent. Est-ce que ça n'augure pas quand même une sorte de grâce présidentielle? Peut-être je reviens à vous avec cette question en allant vers Issa Diawara. Issa Diawara, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans ce scénario où finalement il y a cette grâce présidentielle malgré la décision de justice qui visiblement pourrait être dure contre ces mercenaires? Ils peuvent même écoper, oui, grâce présidentielle, oui, c'est un scénario. Ils peuvent même écoper d'un sursis. Je ne vois pas. Ce qui compte dans ça, il faut voir ce que les Mali gagnent. Vous savez, nous savons bien sûr que je rejoins totalement Jonathan. Hein, depuis le début, on est sur la même longueur d'onde. Ce sont des mercenaires, parce que vous savez, si les Mali même s'étaient montrés tout petit peu patients, pourquoi Ouattara est venu? Parce que tout simplement, pourquoi la CEDEAO a dit 1er janvier? Parce que quand vous envoyez des mercenaires en mission, vous envoyez des légionnaires en mission, la mission a un temps. On peut être hors réseau pendant un temps, mais pas tout le temps. Au-delà de 6 mois, entre 6 et 9 mois, c'est inadmissible. Il faut s'attendre à des bruits des familles du côté de la France et au-delà. Ce sont des mercenaires, je dis, il y a 18 qui ne parlent aucune langue de la Côte d'Ivoire. Ni le français, ni autre langue. Vous avez beaucoup de légionnaires français, même s'ils sont d'autres nationalités, parlent français. Mais il y a 18 qui ne parlent pas du tout français. Donc, ils ont un temps de mission. Et à 6 mois, la situation devient intenable. Ni pour le Ouattara, ni pour la CEDEAO, ni pour la France. Je pense que beaucoup ne sont pas en train d'inclure cela, bien sûr, dans l'analyse de cette situation. Donc aujourd'hui, je pense tout simplement qu'ils ont atteint la limite, en tout cas admissible pour un militaire en mission. Au-delà de 6 mois, les familles vont commencer à s'inquiéter, les familles vont commencer à demander des preuves de vie. Or, quand ils sont en détention au Mali, quelles preuves de vie ils peuvent donner? Combien faut-il payer pour obtenir la moindre preuve de vie? Donc, moi, ce que je vois, c'est pourquoi Ouattara est en train de donner les jackpots au Mali. Je vous dis, je le rappelle, c'est beaucoup de milliards qui sont déjà décaissés. C'est beaucoup de choses que le Mali est en train de gagner. Et je sais qu'ils seront libérés sans doute. On les avait pris, bien sûr, pour faire payer les prix forts à Ouattara. Parce que même si nous les détenons en prison, même si nous les faisons exécuter, qu'est-ce qu'on va gagner après? On va gagner seulement le seul fait d'avoir exécuté des hommes. On peut les exécuter, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va gagner après? Et cela va faire que les Maliens qui sont du côté d'Abidjan, de Niamey, que la France est en train de manipuler, vont revenir à Bamako pour dire que nous voici. Ah non, ils ne vont pas revenir. Ils vont toujours rester là-bas et très nuisibles. Parce qu'ils sont en train de manipuler beaucoup à l'intérieur du pays. Nous avons besoin d'eux. Est-ce que cela va, en tout cas, faire baisser certaines choses? Moi, je pense que non. Le Mali est en guerre contre la France et c'est sur plusieurs fronts. Il y a le front de la Côte d'Ivoire qu'il faut fermer, qu'il faut faire taire rapidement. Il y a le front du Niger avec Niamey et avec Bazoum. N'oubliez pas la sortie, il n'y a pas assez longtemps encore, du ministre des Affaires étrangères de Bazoum, depuis qu'on a montré à Bazoum qu'il était à la fois malien, libyen, algérien, tchadien. On ne sait même pas d'où il vient. Depuis que Bazoum, lui quand même, il a été mis un peu recadré dans un petit sac. Bazoum ne parle pas beaucoup et nous avons son nouveau chien là, son ministre des Affaires étrangères, même moi n'engage que moi, qui continue à se comporter d'une façon en tout cas qui ne reflète pas l'éducation en tout cas des familles africaines. Il y a cela et je pense concrètement ce qu'il faut voir, je le dis, je le répète,
entre les États en situation de crise, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ouattara a fait ça, a payé très cher, puisqu'il avait refusé. Il avait dit que c'est une prise en otage dans ce cas. Maintenant, si c'est une prise en otage, qu'il paye la rançon. C'est pas compliqué. Et je pense qu'il est en train de payer et les prix les plus élevés. Que les gens ne peuvent pas imaginer, tout n'a pas été dit. Mais en réalité, regardez, même dans la transaction, des informations que je dispose, les armes qui avaient rempli l'avion, toutes les armes vont rester au Mali. Mais au lieu de nous acheter des armes, mais nous en avons gagné gratuitement encore. Oui. Voilà, les Karasis mercenaires, il faut voir les gains qui est derrière les Karasis. Maintenant, les Karasis peuvent partir. Et même les Karasis en Côte d'Ivoire, Ouattara n'est jamais à l'aise. Ils ont côtoyé les militaires maliens pendant 6 mois à peu près. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils ont été endoctrinés? Est-ce qu'ils se sont préparés? Est-ce qu'à leur tour, ils sont investis d'une mission en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Qui a peur de leur libération, c'est Ouattara? Pourvu, bien sûr, ceux qui vont accepter de rentrer en Côte d'Ivoire, Ouattara doit le voir comme une mission. Je pense que beaucoup risquent d'être éliminés. Maintenant, s'il y a des légionnaires français, même si Ouattara ne les élimine pas, la France sans doute pourra les éliminer. Donc la vie de ces hommes-là aussi est en danger aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Général Diawara. Et nous sommes également arrivés au terme de cette émission. Joe, je vous avais repris la parole tout à l'heure et je vous la remets peut-être en 1 minute où on va conclure. Juste un élément. Oui. Il y a un intérêt à les maintenir à Bamako. D'accord. Dans le cadre des tractations, on voit tous la guerre en Ukraine. Ce qu'on a appris de la guerre en Ukraine, c'est que les prisonniers de guerre, et ceux-là, ils en sont certainement, ils seront considérés comme retenus dans le cadre d'un conflit. On les échange contre d'autres personnes de valeur estimable. Donc, ils sont 46, ça veut dire qu'il y a au moins 46 potentielles cibles que le Mali a dans son viseur. Ça peut être les personnalités comme Boubou Cissé, qui sont des délinquants. Oui, mais là encore, la Côte d'Ivoire ne l'entend pas de cette oreille. Elle n'est pas prête à envoyer Boubou Cissé ou Karim Keïta. Bachir, c'est les négociations, non? Si dans les négociations, qu'on vient d'échanger les prisonniers, n'est-ce pas? Ils donnent Boubou Cissé, on leur donne un mercenaire. C'est comme ça. Donc, on va échanger au fur et à mesure. Et certainement, notre sœur Edith Puchéry-Ballet va recouvrir aussi la liberté dans ce cadre-là. Très bien. Merci à Jonathan Batengene, à Issa Diawara. Général Issa, merci. Vous êtes un homme de parole et vous l'avez dit. Vous nous avez promis d'être là ce soir et vous étiez avec nous dans le cadre de cette émission. Le point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous retrouvez dans quelques minutes seulement Bégoudé m'a donné pour le grand journal de Foyo. Elle t'a donné quoi? Que tu l'appelles m'a donné. Attention. Bégude